Et comme vous le savez, cette semaine, nous vous proposons un zoom sur la ville avec des sujets pour mieux connaître Wattrelos. Depuis lundi, nous nous concentrons sur tout ce qui a trait à cette commune à la frontière entre Roubaix, Tourcoing et Moucron en Belgique. Pour l'occasion, aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau Dominique Barre, le député de la 8e circonscription du Nord et le maire de Wattrelos. Merci Dominique Barre d'être avec nous sur ce plateau. Je vous en prie, bonjour. On va s'attarder donc sur votre commune et nous allons parler tout d'abord, peut-être un point pour ceux qui ne vous connaissent pas sur votre état de santé. Il faut savoir que vous avez été victime d'un accident de moto, c'était en juin dernier. Vous êtes resté hospitalisé de longues semaines. Aujourd'hui, est-ce que vous avez repris 100% de vos capacités? C'est à vous de me le dire si j'ai repris mes capacités. Merci de vous attarder sur cette commune qui est ma ville de Wattrelos, dont j'ai l'habitude de dire qu'elle est la première ville de France. C'est vrai, en venant de Belgique, c'est incontestable. Elle est surtout la première ville dans mon cœur. Alors, puisque vous me faites le plaisir et l'honneur de vous intéresser à mon état de santé, je ne vous dirai simplement qu'une seule chose, je vais bien. Je vais bien aussi bien que possible pour quelqu'un qui a failli disparaître dans un accident dont il n'est en rien responsable au mois de juin, qui s'est battu pour sa vie pendant tout le mois de juin et qui a réussi à s'en sortir grâce au talent des médecins, grâce aussi à une énorme volonté, grâce aussi à ces milliers de messages que j'ai reçus sous quelque forme que ce soit et qui m'ont dit on tient à vous, revenez. Je suis revenu, je suis là et je pense plutôt en pleine forme, avec l'envie de me battre, à la fois pour ma ville, en plus pour ma circonscription et aussi pour être digne de la confiance qui m'a été faite par mes concitoyens et par tous ceux qui m'ont encouragé à un retour à la vie. Voilà, donc une capacité, on peut le dire, à 100% aujourd'hui après cet accident. Vous dites que vous vous Même battez peut-être un peu plus. peut-être un peu plus à Oui, 120%? oui, je ne sais pas, on ne va pas la mesurer. L'idéal étant simplement de prendre conscience que quand la vie manque de vous échapper, quand vous avez la chance de la retrouver, vous êtes peut-être encore plus fort qu'avant dans vos combats et puis vous relativisez ce qui n'est pas l'essentiel pour vous concentrer justement sur l'essentiel. Donc je me sens particulièrement en forme et combatif. Justement, vous dites que vous êtes combatif, que vous battez pour votre ville. Une ville, on peut le dire, une ville jeune qui a besoin d'emploi. Vous avez mis en place notamment quelques dispositifs, comme en 2013, les emplois francs, qui malheureusement n'ont pas fonctionné, mais c'était un dispositif qui permettait aux jeunes des quartiers sensibles de bénéficier d'un emploi en échange pour le chef d'entreprise d'avoir des subventions. Vous êtes comme ça, toujours à la recherche de nouveautés pour l'emploi? Reprenons les choses en face. C'est-à-dire, lorsque je suis devenu maire, on était en 2000. La ville qui m'a élu a été une ville de travail. Pendant tout le siècle précédent qui s'est écoulé, on a beaucoup travaillé. C'était d'abord l'industrie chimique, puis ensuite l'industrie textile, avec une mono-industrie et ensuite aussi la redoute, le vente par correspondance. Toute l'industrie textile s'est effondrée dans les années 80-90. En 2000, la Linière fermer ses portes, Filature Saint-Liévin, c'était en 2004, et nous étions trouvés comme ça avec toute une mono-industrie qui a été rayée de la carte. Dans ces conditions-là, il y a deux sujets qui ne peuvent monopoliser. Le premier, c'est évidemment de créer les conditions d'accueil de nouvelles entreprises, et j'ai tout mis en œuvre avec mon équipe, avec mes équipes successives, pour créer 70 hectares de parcs d'activité, et que ce soit la zone du Bec, la zone de l'Avelin ou la zone du Winout. Aujourd'hui, de nouvelles entreprises que j'ai voulu différentes dans leur taille comme dans les secteurs d'activité sur lesquels elles travaillaient pour éviter demain, à l'avenir, de nouveaux chocs. Et puis, d'autre part, essayer de se mobiliser sur tous les dispositifs possibles pour aller à l'emploi. Aller à l'emploi, c'est une stratégie en profondeur. C'est d'abord parier sur l'éducation. Si on veut que nos jeunes réussissent, il faut pouvoir leur donner les meilleurs moyens d'apprentissage, les meilleurs moyens d'éducation à l'école. Toute la stratégie justement de mes équipes a été de travailler sur la rénovation des bâtiments scolaires pour permettre de bonnes conditions d'apprentissage, mais ensuite sur des politiques scolaires novatrices, ouvertes vers la culture, ouvertes vers le sport, et qui mettent en œuvre une véritable égalité d'accès à la chance de pouvoir bien étudier. Et d'autre part, on a essayé de se mobiliser aussi sur d'autres dispositifs, dès lors que la palette des instruments de l'emploi le permettait. Ça a été les TUC, c'était les contrats aidés, ça a été les CEI aujourd'hui. Alors, vous me parlez des emplois francs. En effet, qu'est-ce que c'était que les emplois francs? Il y a eu, pendant les années 90,
l'époque c'était Alain Juppé qui était à Matignon, ce qu'on a mis en place, c'était des zones franches urbaines, où les entreprises qui s'installaient sur certains territoires pouvaient devaient embaucher des jeunes de ce territoire-là, enfin des jeunes ou des moins jeunes de ce territoire-là, et bénéficier à ce moment-là d'une exonération de cotisation sociale. Moi j'ai dit, reprenons le problème en sens inverse. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est que les jeunes de certains quartiers ou de certaines communes doivent pouvoir, dès lors qu'ils sont embauchés dans les entreprises, quelle que soit la localisation, que ce soit à Roubaix, à Tourcoing, ou à Maubeuge, ou à Valenciennes, ou à Dunkerque, dès lors qu'ils seront originaires d'un quartier, pourront bénéficier d'une exonération, d'une modération des charges sociales, et donc être incités, enfin voir les entreprises ainsi incitées à l'embauche. C'était mon idée. Enfin, c'était pas que mon idée, c'était une idée qui avait été reprise au niveau national et qui malheureusement n'a pas fonctionné. Davantage par les complications que l'administration a bien voulu donner à la mise en œuvre de cette idée, parce qu'on a mis tellement de conditions pour pouvoir y prétendre qu'en effet, il y a eu dans ma ville un seul emploi franc qui a pu être signé, et encore, ils étaient moins d'une dizaine sur tout le département du Nord, autant que je me souvienne. Alors, le ministre Caner a choisi de renoncer à ce dispositif, mais il met en œuvre dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, de nouveaux dispositifs qui pourront aussi s'adresser aux jeunes de nos quartiers qui en ont bien besoin. Voilà, moi je suis à l'écoute des dispositifs. Quelle plus belle ambition pour le maire que je suis, qui a subi les crises industrielles, enfin qui a vu sa population subir les crises industrielles, que d'essayer de reconstruire un tissu économique et de pouvoir offrir une perspective d'emploi sur son territoire ou au-delà de son territoire, avec un horizon élargi, mais à ces jeunes. Vous savez, il y a quelques semaines, je recevais les jeunes bacheliers qui ont eu leur bac cette année. Quand j'ai passé mon bac, moi c'était dans les années 70, enfin à la fin des années 70, nous étions une trentaine de bacheliers en tout et pour tout sur Wattrelos. Ils étaient 200 dans la salle de l'hôtel de ville aujourd'hui. On mesure le chemin parcouru et pour autant, il y a encore trop peu de jeunes qui ont leur bac, mais le bac est une clé d'entrée, mais par exemple, vous voyez, dans ma ville, je mets un point d'honneur, malgré toutes les difficultés budgétaires qu'on peut avoir, à maintenir ce que nous appelons des bourses d'enseignement supérieur pour que les jeunes de catégorie modeste, les jeunes qui pourraient ne pas accéder à l'enseignement supérieur pour des raisons financières, puissent y avoir droit, parce que ça me paraît important. Je suis un fils d'ouvrier. J'ai eu un jour la chance de pouvoir faire des études à niveau supérieur. Je pu le faire parce que déjà à l'époque, les bourses d'enseignement supérieur existaient dans cette ville. Ça a beaucoup aidé mes parents. Je ne l'ai jamais oublié. Très bien, et justement, vous vous battez, donc vous êtes toujours à l'affût pour développer constamment tous les projets dans votre ville. Vous êtes député, et vous aimez à le dire d'ailleurs, cela sert pour votre commune. C'est vrai, on ressent cette proximité quand on est à l'Assemblée nationale et cette écoute pour développer des projets dans sa ville. Incontestablement, je peux vous donner deux exemples. Le premier, c'est d'abord celui du maintien, de la survie et du renforcement du centre hospitalier de Wattrelos. Là, je le dis d'autant plus que ce n'est pas moi qui le dis, mais ce sont les médecins eux-mêmes. Ils ont parfaitement conscience que si je n'avais pas été, moi, le maire de la ville, le député aussi de la circonscription, l'hôpital aurait beaucoup souffert dans les années qui se sont écoulées et aurait même été menacé dans son existence. Là, nous avons réussi non seulement à le préserver, mais à le renforcer et à augmenter son niveau d'équipement. Je pense en particulier à la radiologie, et c'est sur les réserves parlementaires que j'ai réussi à faire financer cela. Tant mieux. La reconstruction du bâtiment Saphir de la maison de retraite, c'est aussi directement lié à la capacité que j'ai eue en tant que député à pouvoir obtenir le fait que cela se fasse. Et cela peut aussi être sur un dossier comme c'était le cas de la rénovation urbaine sur Beaulieu, parce que le bien le vivre, c'est aussi le bien logement, c'est se bien loger. La rénovation urbaine à Beaulieu a beaucoup dû au fait que j'avais aussi ces contacts parisiens sur les villas, sur le quartier des villas, par exemple, qui est dans la rue 2. Nous allons nous engager, et je peux vous dire que dans le cadre d'une action un peu novatrice, à destination des jeunes, pilotée par Jamel Debbouze, la ville de Wattrelos est candidate et j'ai bon espoir qu'elle sera retenue. Jamais on me l'aurait proposé si je n'étais pas député. Voilà, donc un bon développement, on peut dire, dans la commune. Une commune qui s'anime aussi grâce à ces associations. Je crois qu'il y en a 450 à Wattrelos. Pour 43 000 habitants, qu'on se le dise, c'est important justement d'avoir ce tissu associatif au sein d'une commune pour la développer. C'est fondamental. Je dis souvent que la richesse de cette ville, ce sont ces hommes et ces femmes qui la peuplent.
depuis plus d'un siècle, syndicats, amicales laïques, tissu associatif en matière humanitaire, culturelle, sportive, ça a été la caractéristique de cette ville. C'est épuisant d'être le maire de cette ville quand arrive le samedi et le dimanche. Jamais vous ne travaillez autant. Vous partez très tôt, vous rentrez très tard. Et vous rencontrez des acteurs du tissu associatif dans tous les quartiers de la ville. Tant mieux, tant mieux. C'est la plus belle des richesses, le vrai capital de cette ville. Et celui-là, je voudrais vraiment qu'il continue à se fructifier. C'est son tissu associatif. Et il n'y a pas, me semble-t-il, de plus bel atout dans cette ville, justement, que ces hommes, que ces femmes, qui sont toujours en émergence d'une idée nouvelle. Les préfets changent souvent, on le sait. Il se trouve que tous les 2 ans, nous faisons le forum des associations, une grande fête des associations dans la salle Roger Salengro. Et je dis souvent au préfet qui vient d'arriver, vous voulez connaître ma ville? Qu'à cela ne tienne. Venez présider l'inauguration du forum des associations. Vous rencontrerez ce que je peux vous proposer de mieux. La plus belle richesse de cette ville, ces hommes et ces femmes qui font vivre ces associations. Du comité des fêtes jusqu'à l'association humanitaire, du grand club sportif à l'association des pêcheurs. Et c'est pas si mal, je vous le disais en aparté, mais la plus grande association de cette ville, celle qui a plus de 1000 adhérents, c'est le club des pêcheurs de la ville. Pas des pêcheurs devant l'éternel, il y en a sans doute peut-être davantage, mais des pêcheurs à la ligne parce que nous avons des plans d'eau qui permettent d'aller taquiner le gardon et tout autre poisson dans ce bel écrin qui est le parc urbain du Lion, que j'invite tous vos auditeurs à venir visiter dès lors que les rayons de soleil auront surgi à travers les quelques nuages qui aujourd'hui obscurcissent l'horizon. Normalement, le soleil devrait arriver ce week-end d'après notre météo. Il paraît que vous faites la météo aussi, donc c'est vous qui pourrez le dire mieux que moi. Voilà, et surtout, je voulais revenir sur un tissu associatif, une partie du tissu associatif qui se consacre aux berloufs. Les berloufs, il faut peut-être en parler, c'est quand même un emblème à Wattrelos. Voilà, c'est quelque chose qui arrive souvent et qui vient vraiment ancrer la ville au sein de la région. Ça arrive pas souvent, ça arrive une fois par an. Et donc, notez sur votre agenda, le 2e week-end de septembre, le plus grand vide-grenier de France, on le dit en toute modestie, mais quand même, avec les 17 km de vide-grenier, pas de braderie. C'est vraiment de la vraie brocante, où on peut déambuler, où on peut marchander, où on peut chiner, et où il y a tout un environnement aussi festif, puisqu'il faut aussi le rappeler, les berloufs, qui sont une identité pour notre ville, font partie de son histoire. Malheureusement, un événement dramatique en décembre 1566, c'est bien loin, dans les guerres entre catholiques et protestants, et ces protestants qui se sont jetés du haut de l'église sur les hallebardes du duc d'Albe. C'est affreux quand on y réfléchit. Et pourtant, c'est ce que symbolise le jet des poupées qu'avec mes adjoints, je fais chaque année le dimanche à 18h pour clôturer cette belle fête des berloufs où des centaines de milliers de personnes auront déambulé dans les rues. Elle a été un peu humide cette année, je le reconnais, sur la 2e partie de l'après-midi. Mais il y a eu, en fin d'après-midi, ce qu'on appelle assez souvent, ce que la presse dit en tout cas, le miracle à la Wattrelousienne, c'est-à-dire qu'à 6h moins le quart, la pluie s'est miraculeusement arrêtée. J'ai vu arriver 300, 400 personnes qui se sont agglutinées au bas de l'église. C'était ça le miracle des berloufs. Et on a quand même pu jeter les poupées. Et l'honneur était sauf, la fête était sauvée. Berlouf 2015 est mort. Vive Berlouf 2016. Et je donne rendez-vous à tous ceux qui voudront y venir. Voilà, l'invitation est lancée. Peut-être revenir sur une petite polémique qui a eu lieu à Wattrelos pour l'aire des gens du voyage, ce mur qui devait être construit entre Wattrelos et Moucron en Belgique. Qu'en est-il? La construction de l'aire des gens du voyage est a priori en route. Comment ça se passe? Cette polémique était aussi ridicule qu'infondée et qu'inutile. Elle est venue d'un propos, mal à propos, comme on dit assez couramment chez nous, de mon homologue moucronois qui a évoqué, sans doute devant ses citoyens électeurs, l'idée d'avoir un mur pour séparer. Non, c'est pas cela. Wattrelos est en règle avec la loi d'accueil des gens du voyage. Je le rappelle, la loi oblige une commune à avoir une aire d'accueil des gens du voyage. Si nous ne disposions pas de cette aire d'accueil des gens du voyage sur notre territoire, tout campement sauvage ne pourrait pas être délogé par aucun acte administratif de police. Donc,
avec cette aire d'accueil qu'a voulu mon prédécesseur en son temps en un autre lieu, nous protégeons la population waterloozienne. Cette aire d'accueil doit être reconstruite. Elle doit être reconstruite, ce qui va nous permettre d'ailleurs de réguler son contenu, si j'ose dire. Bon, le nombre de familles a été délimité, conformément au schéma départemental des gens du voyage avec le préfet. Et je le rappelle aussi, la construction des aires d'accueil des gens du voyage, c'est de la compétence de la communauté urbaine, maintenant appelée Métropole européenne de Lille. Donc la métropole a entrepris la construction d'une aire. Quand vous visualisez une aire, comme quand vous construisez une entreprise sur un espace, vous le clôturez, vous le délimitez. Les uns mettent une clôture, les autres mettent une palissade, les autres construisent un mur. En tout cas, ils délimitent leur parcelle. Tout cela n'est rien d'autre que la délimitation d'une parcelle. Dans la concertation qui a eu lieu entre la métropole européenne, les gens du voyage et les riverains, il a été fait le choix pour assurer la quiétude des uns et des autres sur la partie habitée, de privilégier un mur à une clôture. N'est-ce pas de bon sens que de l'admettre? Voilà, si on avait davantage écouté le bon sens plutôt que que de se lancer dans une bulle médiatique, on n'en serait pas à ce qui m'a valu sans doute le plus grand nombre de coups de fil des médias français et belges sur une affaire qui n'avait pas lieu d'être, car au bout, de quoi s'agit-il? Il s'agit de faire respecter la loi, je veux dire, à Waterloo, qui, en faisant cela, protège aussi sa population et d'offrir des conditions dignes d'accueil aux gens du voyage. Je pense que dans ce début du XXIe siècle, où l'humanité parfois tangue sur ses fondements, il est bon aussi de savoir que force doit rester à la loi, et que la loi, c'est d'avoir une aire d'accueil, c'est la loi. La loi, c'est aussi, conformément au schéma, d'avoir 10 places sur cette aire d'accueil et de s'insérer le mieux possible dans le paysage pour préserver la quiétude et la tranquillité de chacun. Je n'ai rien fait d'autre. Très bien. Peut-être une dernière question, je pense qu'on a encore le temps, pour les régionales, donc qui arrivent en pleine actualité là. En tant que membre du Parti socialiste, comment vous voyez la campagne, et notamment la campagne de Pierre de Saintignon? Je connais Pierre de Saintignon depuis bien longtemps. Maintenant, c'est un vieux copain. Et c'est sans doute, et en tout cas, c'est incontestablement, dans tous ceux qui se présentent, celui qui connaît le mieux les dossiers de la région. Notre région subit un double défi. D'abord, elle devient une grande région, non pas Calais, Picardie. Deuxième grand défi, il est économique. Elle a donné beaucoup à la France pendant des siècles, en tout cas et surtout pendant les 2 siècles derniers. Elle a subi des grandes mutations économiques, elle doit encore les conduire à son terme. Elle est peuplée de plusieurs millions d'habitants et, vous l'avez dit tout à l'heure en parlant de ma ville, mais c'est aussi le cas de la région, elle a une jeunesse qui est en attente. Les gens du Nord, et j'y incorpore les Picards, aiment leur région, ils aiment vivre au Nord. On en rit depuis Danny Boone, mais pas seulement. Mais quand on est dans le Sud, dans d'autres régions, c'est « mais je suis du Nord et j'y suis bien ». Eh bien moi j'y suis du Nord et j'y suis bien. Et celui qui porte le mieux, à mes yeux, les aspirations de la population de la région, c'est Pierre de Saintignon et sa liste. Parce que... Mais comment vous voyez les sondages aujourd'hui, les sondages? Écoutez, les sondages ne font pas une élection. Et en sens inverse, les élections ne se font pas par les sondages. Moi, si j'avais dû me contenter des sondages que l'on me promettait au moment des législatives de 2012, c'était même pas la peine que je dépose ma candidature, m'avaient fait savoir quelques amis qui me voulaient du bien. Donc j'ai dit non, je sentais au contact de la population qu'il fallait que j'y aille. Et bien là, je dis un peu la même chose à Pierre et à son équipe. La population va se réveiller. Elle ne peut pas laisser toutes ces politiques que nous menons sur les lycées, pour le développement économique, pour l'emploi, on en parlait tout à l'heure, pour l'emploi des jeunes, sur les hôpitaux. Vous voyez, l'essence, tous les équipements de l'hôpital de Waterloo, c'est la région qui les finance. Est-ce qu'on va laisser tout cela dans les mains du Front National et pour satisfaire les ambitions de Marine Le Pen? Enfin, réveillons-nous. Non, je crois qu'il faut savoir où sont nos vraies valeurs, où est la compétence, où est le savoir-faire, où est celui qui connaît ses dossiers, qui ne veut pas se servir de la région comme un marchepied. Donc pour moi, il n'y a aucun doute, je voterai Pierre de Saintignon et j'appelle toutes celles et tous ceux qui me vouent quelques sympathies, qui croient à leur ville, mais qui croient aussi à leur région, à voter massivement pour Pierre de Saintignon.
Bon, bah, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Dominique Barre, donc maire de Wattrelos, d'être venu sur le plateau de Grand Lille TV pour nous parler de votre commune. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, retrouvez la météo et l'infotrafic.